Coucou tout le monde, c'est Malou Monroe, bienvenue sur la saison 3 de Pédagogie. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qu'on n'a jamais abordé. Dans Pédagogie, on parle beaucoup de fantasmes, de désirs, de plaisirs, de relations amoureuses, dans n'importe quelle forme qu'elles prennent, n'importe quelle orientation sexuelle, n'importe quel genre. On n'a jamais parlé aussi du coup d'un style d'attachement romantique, sexuel, qui est très peu représenté dans les médias, dans la culture, dans les films, dans les magazines. On n'en entend jamais parler, et pourtant ça existe. La sexualité et l'aromantisme. Aline, ici présente, va nous en parler, puisqu'elle est très bien placée pour en parler. Aline, bienvenue. Merci. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour et bienvenue. Ça va ? Très bien, et toi ? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr. Je m'appelle Aline Laurent-Maillard. Je suis journaliste et autrice. J'écris des podcasts et des livres. Et j'ai notamment écrit Free From Desire, Comment la sexualité m'a libérée, qui était un podcast en 8-9 épisodes. J'ai un petit doute maintenant, qui est sorti il y a quelques années. De toute façon, ils vont regarder, ils vont aller écouter. Tout écouter, tous les épisodes sont à écouter, ils sont vraiment des pépites. Hein. Ça parle vraiment de ce que toi, t'as traversé. Et ça parle effectivement, le point de départ, c'était... moi, j'ai mis longtemps à découvrir que j'étais asexuelle. Donc, c'est-à-dire que je ne ressentais pas d'attraction sexuelle pour les autres. Je ressens d'autres types d'attractions, mais pas sexuelles. Et j'ai mis longtemps à le réaliser parce qu'il y avait très peu d'informations. L'information qui existait était très mauvaise. Donc pendant des années, je me suis dit « Mais non, moi j'ai déjà couché avec des gens, donc je suis pas asexuelle. » Et du coup, j'ai voulu vraiment produire un contenu qui permette de comprendre dans les nuances ce qu'est la sexualité, ce qu'elle veut dire dans le couple, ce qu'elle veut dire dans la société, pourquoi est-ce qu'elle est absente, pourquoi est-ce qu'elle est si mal vue. Et en fait, en faisant ça, toucher aussi à tous les autres sujets que ça crée, de qu'est-ce que c'est que l'attraction romantique. Si on enlève le sexe, souvent on dit aux gens, ils disent j'ai juste, comment tu sais que t'es amoureux, j'ai envie de l'embrasser. Non, c'est deux choses qui sont quand même très, très différentes en fait. Tout à fait. Je voulais aussi toucher toutes les questions du consentement et de l'envie, de la négociation du sexe dans le couple, dont on ne parle jamais. Donc voilà, j'ai fait ce podcast Free From Desire pour toucher à tout ça. Et puis après, donc il a eu pas mal de succès. Et suite à ça, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre qui s'appelle Post-romantique, Comment moins de romance pourrait sauver l'amour, dans lequel je me suis attachée à un autre sujet que j'avais déjà commencé à aborder dans Free From Desire, qui est ce que j'appelle maintenant l'aromanticité, et qu'on appelle souvent l'aromantisme, qui est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction romantique. Ok. Et alors là, on arrive à un autre niveau de tabou encore plus hallucinant. Ça, c'est encore plus fou, je pense, dans la tête des gens. Mais complètement. Mais en fait, même moi, quand je parle dans les médias, je vais parler d'aromanticité, je vais dire que je suis aromantique et ça va être coupé. Systématiquement, les gens disent juste je suis asexuelle. Le côté aromantique, c'est pratiquement tout le temps coupé dans les articles. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui met très mal à l'aise et qui est inconnu. Mais alors, autant des personnages asexuels, on en a de plus en plus dans les séries. Il y a plein de choses à dire dessus. C'est souvent des personnes jeunes. Il y a c'est toujours les mêmes histoires. Il y a encore énormément de choses à faire. Mais c'est quand même... quand même représenté de plus en plus. Oui, notamment dans les séries sur les ados. Ce qui est dans le plus important. Anglo-saxonne, non ? Non, même en France. Ah ouais ? En T'as France, quoi comme nom de série, alors, par exemple ? il y a une telenovela là, de TF1. J'adore telenovela TF1. Ouais, c'est pour mettre un peu de piment. TF1, non. Ok. Qui se passe dans une école de cuisine, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, ici tout commence. Voilà. Okay. Donc là, il y a un personnage qui est asexuel. Dans la série Scam, il y a un personnage qui est asexuel. D'ailleurs, j'ai un petit rôle. Donc regardez, j'ai un petit rôle dedans. Ah mais oui, j'ai vu sur tes réseaux. Ok. Donc il y a de plus en plus, il y en a encore une autre dans un hôpital pédopsie aussi, où il y a un personnage asexuel. Donc il y en a de plus en plus, pratiquement tout le temps des ados. En revanche, tous ces personnages sont en couple. C'est comme si la seule façon de rendre la sexualité... C'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même du romantisme. Voilà. Alors qu'en réalité, des personnes aromantiques, il y en a plein. Et c'est juste que on n'a pas été éduqués pour réussir à voir qu'on n'a pas d'attraction romantique. Parce que, et c'est vraiment comme l'attraction romantique, l'attraction sexuelle, on est face à... C'est difficile de savoir ce que c'est. C'est quelque chose d'intime, en fait. On ne peut pas dire jaune, on monte du jaune et on sait ce que c'est que le jaune. Oui. L'attraction romantique, l'attraction sexuelle... Comment ça se décrit ? Comment ça se décrit ? Même tu demandes aux gens de t'expliquer. Enfin, moi, quand j'ai demandé... j'ai compris que j'étais aromantique, je devais avoir un peu plus de... près de 35 ans. Au début, tu as découvert que tu étais asexuelle, tu vas nous expliquer. Voilà. Et après, il y a l'aromantisme qui est arrivé. Mais pendant 20 ans, du coup, je demandais aux gens de temps en temps, mais je comprends pas comment.
quand tu sais que t'es attiré sexuellement ou romantiquement par quelqu'un, les gens me répondaient, bah quand tu sais, tu sais. Et j'étais là genre, ce n'est pas une définition, donc même vous n'êtes pas capable de le définir. Complètement. Et d'ailleurs, j'en parle dans Free From Desire, c'est une vraie question. Comment on définit tout ça ? Personne n'est capable de définir. Même les personnes qui sont asexuelles et qui sont hétéros, bi ou homo-romantiques disent, je peux pas vraiment expliquer. Je sais juste que là, ce que je ressens pour cette personne avec qui je n'ai pas envie de coucher, c'est pas la même chose qu'avec avec une amie super proche avec qui je partage tout dans ma vie. Donc t'as tous ces trucs qui sont hyper difficiles à nommer. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, ce que j'explique dans Post-romantique, ce sont des constructions sociales. Avant, les gens ne tombaient pas amoureux. Enfin, c'est-à-dire, il y avait de la passion, il y avait des sentiments amoureux, mais il n'y avait même pas de terme. Le terme amoureux, le terme romantique, ce sont des termes qui sont très récents. Enfin, on parle de moins de 200 ans. Avant, il n'y avait pas de terme pour définir ce sentiment qui nous semble omniprésent. Avant, ce terme juste n'existait pas. On ne pensait pas aux émotions, aux sentiments de la même façon. C'est des constructions sociales, les émotions et les sentiments. Et ça arrivait c'était effectivement... moins cadré, en fait. Il y avait moins c'était une beaucoup moins pastille cadré, mais dessus. c'était beaucoup moins fréquent Ouais. aussi, parce que les gens ne cherchaient pas Oui, à bah, de être toute façon, amoureux c'était- en pour fait, se mettre en couple. Voilà, les relations amoureuses étaient pécuniaires, c'était Mais social. c'était pas des relations amoureuses, Enfin, en pas fait, c'était amoureuses, des je veux dire, relations, les relations de couple, de Ouais, voilà. mariage et tout. Et puis en fait, c'était pas quelque chose qui était valorisé. Ce qui était valorisé, c'était l'amitié, c'était la solidarité, c'était le lien avec Dieu. C'était vu même pendant la majorité de l'histoire de l'humanité, c'était vu comme être une faiblesse d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Donc du coup, les gens ne cherchaient pas ça. Et quand tu fais pas tes petites dates là, Grindr, Tinder, on se rencontre, on fait ci, on fait ça, et ben tu fais pas toute la construction qui fait grandir les sentiments. Et ça, j'en parle un peu, surtout dans Post-romantique. Ouais. Comment est-ce qu'on construit ce sentiment de l'attraction romantique ? Donc si on veut tomber amoureuse, on a plus de chances de tomber amoureuse que si on veut pas, en fait, de fait. Oui. Bah, Je dis pas que ça peut pas arriver, le coup de foudre. Enfin, moi, personnellement, je comprends pas ce que ça veut dire à l'intérieur, mais je sais que plein de gens disent que ça leur est arrivé. Mais Je il y les a d'autres crois. personnes qui ont eu des relations amoureuses aussi, qui savent même pas ce que c'est le coup de foudre, ou qui n'ont pas les mêmes définitions de l'amour entre elles, ou qui parfois n'ont pas la même façon d'aimer non plus. Donc c'est hyper complexe. Mais est-ce que tu peux essayer de mettre des mots, même si c'est dur, sur la différence entre la sexualité et l'aromantisme ? Et aussi, Ouais. est-ce que c'est possible d'être soit l'un soit l'autre ? Est-ce que ça bouge dans la vie ? Comment ça fonctionne ? Ça, c'est une super bonne question. Et je pense que c'est la question la plus importante. La sexualité, enfin, là, plus loin de sexualité, c'est les attractions sexuelles que tu peux avoir vers autrui. C'est pas déjà la libido. Ça va pas être l'excitation quand on se réveille un matin et qu'on est excité, ou quand on regarde, il y a une atmosphère et voilà, ça nous fait quelque chose, etc. Ça, c'est complètement différent de est-ce qu'on est attiré sexuellement par quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc déjà, il faut faire la différence. Une personne, elle peut être asexuelle, où on dit que c'est un spectre, Ouais. un peu comme la bisexualité, l'homosexualité, l'hétérosexualité, Tout à fait. etc. Donc il y a des personnes qui vont parfois ressentir quelque chose pour quelqu'un ou dans une situation. Mais grosso modo, la sexualité, c'est le fait de ne pas ressentir d'attraction sexuelle pour autrui. Et on peut tout à fait avoir une grosse libido. Moi, j'ai parlé à plein de personnes asexuelles qui se masturbent tous les jours, par exemple, qui peuvent parfois avoir envie de rapports sexuels pour plein de raisons qui n'ont pas à voir avec l'attirance sexuelle. Par exemple, un truc qui arrive tout le temps, à tout le monde, t'as envie de baiser, il y a quelqu'un en face de toi, tu baises. Ouais. Tu vois ? Tu C'est parles à juste- moi, là ? Tout à fait. Bah, tu baises. Oui. Non, mais c'est un truc quand même qui arrive fréquemment. Je veux dire, Ouais. je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui peuvent dire j'ai pas embrassé ou j'ai pas eu de rapport sexuel avec quelqu'un par laquelle j'étais pas attirée. Enfin, ça arrive de se dire juste, bah, je suis bourrée, j'ai envie de baiser, je prends le premier qui vient. Oui, tout Voilà. à fait. Donc l'attirance sexuelle, elle n'est pas nécessaire pour avoir des rapports sexuels désirés. C'est vrai, Ça peut être par curiosité, ça peut être pour faire plaisir à l'autre. tout à fait. Ça pour peut se être, rassurer, pour se rassurer. rehausser son ego. Dans mon cas, ça peut être en se disant, bah, l'appétit vient en mangeant, si tu baisses, peut-être que tu vas finir par avoir envie de baiser. Bien sûr, C'est bien pas- sûr, bien sûr. C'est pas le cas. Ça, c'était avant que tu Avant, que tu sois exactement. libérée de tes gènes et que tu te rends compte qu'en fait, c'était totalement ok d'être asexuel. Exactement. Mais avant, t'essayais de... rentrer Avant, dans- j'essayais, et c'est aussi un sujet que j'aborde beaucoup, c'est la culture, la contrainte à la sexualité fait qu'en fait, on fait partie de la culture du viol. Ok. Et fait partie du fait que t'as plein de personnes qui vont se forcer ou qui vont céder. Moi, dans mon cas, j'ai beaucoup fait ça, j'ai cédé. Et en fait, céder, c'est pas consentir. Et une des choses que j'essaie de faire avec mon travail, c'est de dire tout rapport sexuel devrait commencer par un enthousiasme des deux parties.
Je comprends même pas comment tu peux être en face et essayer de convaincre quelqu'un de coucher avec toi. Quel est l'attrait pour toi de coucher avec quelqu'un qu'on n'a pas envie et qui va finir par dire oui parce qu'elle se dit... Là, je parle vraiment à la première personne. Pour être jeune et cool, il faut avoir des rapports sexuels, sinon ça fera de moi quelqu'un de coincé. Et je serai pas une bonne féministe si je suis pas libérée sexuellement. Tu sais, ça touche énormément de personnes, hein, mais c'est pour sexualité ou non. Enfin, exactement. Beaucoup dans ce mais cas-là. moi, je pars du principe que la sexualité est un sujet qui devrait être abordé par tout le monde, parce que c'est un cas extrême qui nous indique sur la sexualité de toute la société, en fait. Tout à fait. Et je pense vraiment qu'il faut ouvrir la conversation, même si on n'est pas asexuel. Il y a beaucoup de choses à apprendre de toutes les conversations qu'ont la communauté asexuelle, qui, en fait, a la spécificité d'être une communauté qui est assez récente. En fait, ça fait 20-25 ans que la communauté asexuelle s'est organisée, grâce à Internet. Genre littéralement avant. Sur des forums, sur des réseaux sociaux ? Complètement. Okay. Mais c'est juste un truc hallucinant. Google est apparu. Okay. Des gens partout aux États-Unis ont commencé à taper asexuel en se disant il y a des hétéros, il y a des homos. Moi, je suis pas ça. Je dois être asexuel. On tapait, se sont trouvés sur Internet. On commentait au début, c'était sur une section commentaires d'un article. Et puis après, on créait des communautés. Et en fait, on réalisait que oui, c'était un vrai truc. C'était pas juste elle et eux. Et on crée toute une communauté, on crée du contenu, on conceptualisait des choses, conceptualiser le fait qu'il y ait différentes attractions, enfin, on vraiment fait un boulot incroyable. Donc c'est vraiment une communauté qui est hyper intéressante et qui est née après avoir vu tous les problèmes des autres communautés. Et donc il y a beaucoup de choses à apprendre de la communauté asexuelle. Et moi j'ai découvert ce terme il y a vraiment 6 mois. Hein. Bah oui. 6 mois, 1 an. C'est une fille qui travaillait avec moi, qui en fait, moi, tu sais, dans les conversations banales, on se dit au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ou alors le lendemain quand tu revois la personne et toi t'es en couple, t'es avec quelqu'un, enfin souvent ça vient, parce que c'est quand même complètement ancré. La contrainte au couple dont je parle dans le post-romantique. C'est complètement ancré qu'en fait ton identité se repose aussi sur t'en es où, toi romantiquement ou sexuellement parlant. Et donc du coup je disais bon et toi t'as quelqu'un et tout, et elle me dit ah non mais moi j'ai jamais, donc dans ma tête elle m'a dit qu'elle était vierge, donc 25 ans, qu'elle était vierge, j'ai dit ah ok mais du coup c'est que t'attends le bon et tout, elle me dit non, enfin en fait je ne comprends pas votre attrait, je ne comprends pas votre désir pour les autres personnes. Quand j'ai des potes qui fondent en larmes à cause de relations qui ont foiré ou de mecs qui les ont ghostés, je ne comprends pas ce qui se passe dans leur cerveau. Et elle est pleine de bienveillance, mais elle ne comprend pas. Bah, c'est mon cas. Et c'est là où j'ai découvert la sexualité. Moi, je comprends pas. Et la romantisme, elle était pareille. Alors, du coup, là, c'est intéressant parce que c'est une personne qui est asexuelle et aromantique. On peut être asexuel et être en couple. Oui. On peut être asexuel avec une personne qui est elle-même asexuelle. Ça simplifie un peu le taf. On peut être asexuel avec une personne qui est homo, hétérosexuelle, etc. Trouver un rythme sexuel. Et comment tu trouves un rythme sexuel si t'es asexuel ? Parce que du coup, le prisme, il est complexe. Donc ça veut dire qu'il y en a qui peuvent aussi juste aimer un certain type de sexualité Ouais, alors moi, je connais par exemple des personnes qui vont être demisexuelles. Donc qui vont être attirées par une seule personne. D'accord. C'est-à-dire que typiquement, elles vont pas ressentir d'attraction sexuelle pour quelqu'un qu'elles viennent de rencontrer dans les films et les séries, dans la rue. Enfin, c'est vraiment une personne avec qui elles ont créé une connexion très forte. En gros, plus ou moins une personne dont elles sont déjà amoureuses, où cette attraction sexuelle, elle va se créer. D'accord. Donc on va être dans des couples qui vont avoir une relation sexuelle comme une gestion de la sexualité dans le couple, comme les autres. Et si vous vous dites, oui, mais ça c'est normal de pas se sentir attiré sexuellement par quelqu'un dans une série, et bah c'est peut-être que vous êtes demisexuel en fait, parce que je vous jure qu'il y a d'autres personnes qui sont tout le temps en train de se dire, waouh, cette personne m'excite. Bien sûr. Voilà. C'est très difficile. Bien sûr. Non, mais c'est hyper difficile de savoir ce que ressentent les gens en fait quand nous on n'a pas. Par exemple, moi j'ai pas d'image mentale dans la tête. D'accord. Genre si tu me dis jaune, t'as je pas de vois fantasme, t'as pas d'image. Non mais j'ai rien. Je sais que j'ai découvert que récemment que les gens quand on leur dit, quand ils pensent à quelqu'un, ils voient leur tête ils ont une image de cette personne dans leur tête. Quand ils pensent à quelqu'un de précis ou quand ils pensent à un fantasme ou un type de personne. Non, à quelqu'un de précis. Juste, tu leur dis château, ils vont voir un château. Tu leur dis une personne, ils vont voir la tête de cette personne. Okay. Et ben moi, ça m'avait pas traversé l'esprit puisque je n'ai pas ça dans ma tête. Je ne comprends même pas le concept. Et à chaque fois que je raconte ça aux gens, les gens me disent mais comment il peut y avoir rien dans ta tête ? Je dis il y a rien dans ma tête, il y a pas d'image mentale. Tout ça pour dire qu'il y a plein d'aspects dans sa vie en fait où on peut pas comprendre que l'autre ne ressente pas la même chose. Ben non. Voilà. Bref, c'est tout ça qui est fascinant avec la façon dont le cerveau fonctionne et c'est aussi ça existe aussi dans les relations romantiques et sexuelles. Et alors pourquoi je parlais de ça ? On va revenir sur le droit chemin. Donc dans les couples
Dans les couples, voilà, dans les couples, et il y a aussi des couples qui vont décider. Voilà, je voulais parler du couple. Dans mon podcast, je donne aussi la parole à des couples non, c'est marrant parce que j'ai eu plein de fois la même histoire. C'est surtout les femmes qui réalisent qu'elles sont asexuelles parce qu'à mon avis, elles sont plus à l'écoute et que c'est moins lié à leur virilité, à une sorte d'essence qui créerait leur valeur. Ouais. Donc c'est beaucoup plus souvent des femmes qui parlent d'asexualité. Et donc j'ai eu beaucoup de femmes qui disaient je suis en couple depuis 10 ans avec mon partenaire, il le prend hyper mal, que j'ai pas envie de plus de coucher avec lui, que je sois pas attirée sexuellement par lui. Ça crée des frictions dans le couple. Et le moment où elles ont compris qu'elles étaient asexuelles, ça a changé leur couple. Et non mais vraiment cette histoire je l'ai eue mais genre plusieurs fois. Et elles m'ont toutes dit ça n'a pas changé le nombre de fois où on a des rapports sexuels, mais ça a changé la façon dont on voyait notre rapport à la sexualité. Okay. Donc le mec, il a arrêté de se dire c'est parce qu'elle m'aime pas assez, donc ça a arrêté de créer du conflit. Elle se disait je suis pas cassée, j'ai pas à me forcer. Et en fait, ensemble, ils ont appris à s'écouter et à se dire toi, quand est-ce que t'as envie, quand est-ce que t'as pas envie, quel est le meilleur moment. Et il y en a une qui m'a fait une super métaphore, la métaphore de la crêpe, qui est j'adore manger des crêpes, enfin j'aime bien manger des crêpes, mais j'aime pas préparer les crêpes. Ouais. Et alors moi, je la comprends totalement. Elle me disait, du coup, pour apprécier une crêpe, il faut juste que toutes les conditions soient là. Donc, il faut que je sois pas fatiguée. Donc, ça va pas être le soir. Il faut que que j'ai pas la flemme après d'aller aux toilettes pour pisser. Ouais. Donc, elle donnait tous ces exemples qui en fait, rendent le rapport sexuel... Du coup, beaucoup plus rare, hein, parce qu'il faut que ça rentre, faut qu'il y ait beaucoup de choses qui rentrent en compte. Voilà, mais ça, en fait, c'est de la sexualité, ça ? Mais en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent ne pas avoir envie de rapport sexuel. Oui. Tu vois. Ça, t'as pas besoin d'être asexuel pour ne pas avoir envie de rapport sexuel. Oui, ou d'avoir besoin d'être amoureuse, par exemple, ou... Voilà. Ou d'être dans un endroit safe, bien, et d'avoir parlé 3 mois avec la personne avant d'y aller. Voilà. Okay. En fait, ce que disent les personnes asexuelles qui ont envie de rapport sexuel, parce qu'il y a plein de personnes asexuelles qui n'en veulent pas. Ouais. Encore une fois, tout le monde est différent. Il y a une différence entre l'attraction sexuelle et les pratiques sexuelles. Ouais. Mais les personnes à qui j'ai parlé, qui étaient en couple et qui avaient déjà des rapports sexuels, me disaient... En fait, on a réalisé que pour que moi j'en profite le plus et j'en ai envie, il fallait qu'on enlève le plus possible tous les trucs qui me faisaient... En fait, elles ont moins envie de rapport sexuel parce qu'elles voient plus tous les petits trucs. Comme elles n'ont pas l'attraction sexuelle qui vont leur donner envie de rentrer dans le rapport sexuel, il faut créer vraiment un environnement où il y a autre chose qui leur donne envie de rentrer dans le rapport sexuel et où on enlève les trucs qui ne donnent pas envie. D'accord. Donc elle disait, maintenant on écoute, on va faire lors de mon cycle menstruel le moment où je suis le plus excitée, on va le faire au moment où j'ai choisi, c'est moi qui propose et pas lui qui demande, comme ça on n'a pas ce rapport de redevabilité. Donc il y a plein de choses en fait qui peuvent être mises en place une fois que les deux personnes dans le couple sont conscientes. D'accord, mais c'est pas forcé que les deux soient asexuels. Ça marche qu'il y ait des relations. Oui, bien sûr. Okay. Mais en fait, il y en a plein des personnes asexuelles qui sont en couple et parfois généralement qui ne savent pas qu'elles sont asexuelles. Mais elles sont pas romantiques du coup. Je pense honnêtement qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui pensent être amoureuses alors qu'elles ne le sont pas. D'accord. Mais ça, c'est encore un autre truc. Mais voilà. Et puis il y a des personnes aussi qui décident d'ouvrir leur couple. Comme ça, l'autre peut avoir la quantité de sexe que il ou elle veut. Oui. Et il n'y a pas de pression à côté. En fait, il y a tout plein de choses à imaginer. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire. C'est de dire, on peut être en couple et avoir un rapport à la sexualité différente. On peut ne pas vouloir être en couple. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on est asexuel, on peut être en couple. Mais souvent, parce que c'est un peu plus compliqué, on n'a pas forcément envie d'être en couple. Et surtout aussi... Souvent, quand on est asexuel, on est aussi aromantique. Alors, on n'a pas de stats. En fait, on a très peu de stats sur rien. En fait, même en sexualité, en règle générale, les stats, elles sont toutes pourries. Elles vont dans tous les sens à chaque fois. Même quand on essaie de calculer le nombre d'hétéros ou le nombre d'homos, franchement, personne n'est vraiment capable de savoir. Mais ce qu'on voit dans les communautés asexuelles, c'est que souvent, les personnes asexuelles sont aussi aromantiques. Est-ce que c'est lié ? Est-ce qu'il y a un truc dans le cerveau qui est lié ? Est-ce que c'est juste qu'une fois que tu ouvres une porte, c'est plus facile de voir... que derrière, en fait, il y a plein d'autres options. La pelote, elle continue à se... C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'explications. Et honnêtement, des explications, moi, ça m'intéresse pas vraiment, parce que c'est juste, voilà, c'est comme ça. Donc, tu as aussi des personnes qui sont aromantiques. Et donc là, on n'a toujours pas défini ce que c'était que l'aromanticité. Donc, l'aromanticité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction romantique. Et là, c'est encore, comme on dit en anglais, un mindfuck encore...
hyper complexe à comprendre. Ouais. Parce qu'en fait, on est tellement persuadés on nous a tellement appris notamment on pouvait être amis qu'avec des gens du sexe opposé que si on était... En fait, on nous a tellement dit qu'on pouvait avoir des relations avec des personnes du sexe opposé que si on était attiré romantiquement par ces personnes, que on a appris à lire toutes les relations qu'on a avec ces lunettes du filtre romantique. Et moi, j'ai mis super longtemps quand j'ai découvert la sexualité, j'ai découvert la romanticité en même temps. Et je me suis dit pendant franchement 10 ans, je crois presque, non mais moi, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai eu un crush en 3e. Ok, donc t'as quand même ressenti une attirance romantique. Non mais attends, j'avais 30 ans et je continue à dire non mais moi, il y a 15 ans, j'ai eu un crush, donc ça fait pas de moi de quelqu'un d'aromantique. Donc déjà, je pense qu'on peut partir du principe qu'une fois en 15 ans, ça donc, compte pas. Ça peut rentrer dans le spectre de la romantisme. Voilà, donc juste accepte. Mais surtout, c'était pas une attraction romantique. Après, une fois que j'ai eu un déclic quand j'ai écouté un podcast sur les filles du Dr March et qui disait qu'en fait Jo March, elle est asexuelle et elle est aromantique. Et tout d'un coup, ça a fait genre tilt. Et je me suis dit, mais moi aussi. Et en fait, ça m'a permis de revoir toutes les relations que j'avais eues précédemment. Parce que t'en as eu quand même. C'était comment les relations ? Alors, j'ai été en couple, mais justement, j'ai jamais eu ce truc où je sentais quelque chose d'autre que l'amitié. Et soit, du coup, les relations, elles se sont arrêtées pour ça, parce que moi, je sentais pas la... Et ça te mettait une pression ? Ou t'as eu de la chance d'être avec des partenaires ? Non, j'ai eu de la chance d'être avec des super partenaires, et justement à la fin, notamment parce que j'étais en couple queer, et je sais que la dernière relation où j'étais là genre, je comprenais pas pourquoi elle me plaquait, j'étais là genre, en fait on est bien. Et parce qu'en fait pour moi juste avoir une pote intime, ça me suffisait amplement. Et c'est quoi une pote intime pour toi ? Et c'est justement ça, c'est ça que je voulais dire sur l'anecdote. En fait mon crush, j'ai réalisé que c'était pas un crush, c'était juste un sentiment enfin d'avoir trouvé quelqu'un qui pourrait être un super pote pour moi. À une époque où bien sûr j'étais asexuelle, aromantique, non binaire, donc j'avais aucun de ces termes, donc vous imaginez bien que j'étais complètement harcelée à l'école. Bah oui. Et j'avais 0 pote, et donc tout d'un coup j'ai rencontré quelqu'un avec qui tu vois ça cliquait amicalement. T'avais 0 pote. J'exagère un peu. J'avais ce que j'appelais des bouches-trous. Putain, la violence. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce terme. Ouais, mais t'étais pas bien avec eux en fait. Non, j'étais pas bien avec eux. Et tout d'un coup, je rencontre la personne avec qui je m'entends bien. Et en fait, je me dis, ça doit être un crush. Sauf que ce mec-là voulait pas être pote voulait pas sortir avec moi. Du coup, ça a mis fin à la relation. Et en fait, moi déjà pendant toutes ces années, j'ai cru que c'était une attirance romantique, alors qu'en fait c'était une attirance amicale. En fait, il y a plein de façons d'être attiré par des gens. On peut être attiré par intellectuellement, on aime la façon dont le cerveau pense, fonctionne. On peut être attiré émotionnellement. On peut même être attiré amicalement. Être attiré par, je sais pas, quand on est attiré par des stars. C'est parce qu'on est attiré par leur travail, par leur aura. On peut être attiré même corporellement. On a envie de faire des câlins à des gens. Tu vois, genre, il y a un truc, moi j'ai un pote comme ça, genre... envie de plus. Je le vois, à chaque fois, j'ai envie de lui faire des câlins et tout. On se fait trop des câlins. Et on est même plus ou moins, à un moment, c'était prêt à un Friends with Benefits. Sauf que c'était pas des benefits sexuels, c'était juste des benefits, genre, nus dans le lit, quoi. En fait, nous, notre relation, c'était ça. Des câlins, nus. Complètement. Et en fait, on a perdu cette visibilité de toutes les différentes façons d'être attiré par les gens. C'est un truc de fou. Et ça nous fait passer à côté de super relations amicales, parce qu'on est en couple, parce que la personne n'allait pas du genre avec lequel parce que l'autre ne veut pas, parce que c'est pas le bon genre. Enfin, du coup, on passe à côté de plein de super relations qui pourraient être super intimes, parce qu'on essaie de tout lire avec ces lunettes du romantisme. Oui, puis je me mets à la place... de quelqu'un qui a pas été du tout éduqué à tout ça, il est dans le lit avec toi nu, ça peut durer une semaine, au bout d'un moment il va se dire qu'est-ce qu'on fout pour qu'on va pas plus loin, et ça peut foutre le bordel parce que il se dit pas mais en fait une relation peut exister aussi de cette manière-là. Et c'est pour ça que les mots, et c'est pour ça que moi je passe vachement de temps à venir comme ça dans des podcasts, etc., parce que comprendre comment on fonctionne, c'est hyper important. Avoir les mots pour le dire, c'est hyper important. Dès le moment où tu sais que t'es pas la seule, que c'est un vrai truc, que c'est pas un manque de quelque chose, mais quelque chose. Moi, je suis passée de genre, je me sens cassée, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, à, en fait, non, je suis comme ça. Donc, tu passes d'une négation à une existence. Ça change tout dans toi, donc t'arrêtes d'avoir honte. Et après, le fait que toutes ces orientations sexuelles et romantiques soient connues, ça veut dire aussi que t'as pas besoin de t'expliquer constamment. Moi, je sais que dans les milieux queer, maintenant, c'est de plus en plus connu, et notamment les dernières relations, j'ai pas eu besoin d'expliquer ce que c'était.
parce que la personne savait déjà, donc ta relation, elle commence complètement différemment. Ça veut aussi dire que tu peux être là pour tes potes, pour les gens de ta famille, que tu peux comprendre. Moi, j'ai eu des gens, mais quand je vous dis de tous les âges, qui m'écrivent pour m'en dire ma fille de 12 ans est aromantique, je crois que mon frère de 65 ans a toujours été asexuel. Enfin, j'ai vraiment eu des personnes de 80 ans. Non, mais c'est de la folie. Et en fait, c'est bien que les personnes qui soient concernées connaissent tout ça, mais c'est bien que les personnes qui ne sont pas concernées connaissent aussi ça pour les personnes avec qui elles vont être en relation intime. Mais oui. Que ça soit intime sexuellement, romantiquement, amicalement, familialement. On a vraiment besoin de mieux comprendre ça, et en fait, ça fait du bien à tout le monde de mieux comprendre ce qu'on ressent en fait à l'intérieur. Quelles attitudes elles peuvent avoir, par exemple, quand elles se retrouvent face à quelqu'un qui se dit asexuel, pour rester safe, compréhensif, respectueux? Déjà, la première chose, c'est si on n'a pas très bien compris, c'est d'aller chercher sur Internet, de s'informer, de pas faire peser sur l'autre tout le travail d'éducation. L'autre a peut-être pas envie, se sent peut-être pas légitime à en parler, ou a peut-être pas envie de faire tout le boulot. Ça va aussi être de lui montrer que, ok, je t'entends, je te crois, je t'écoute, et de lui dire, bah alors du coup, qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, encore une fois en évitant que tout repose sur l'autre, hein, mais vraiment d'ouvrir cette écoute. Et moi, ce que j'aime, en fait, ce que je conseille en règle générale, même si la personne n'est pas asexuelle, s'il y a personne d'asexuel dans le couple, c'est de parler, genre dès le premier encart, de ce qu'on aime sexuellement. Ah, ok. Ou même romantiquement, en fait, de ce qu'on attend. Toi, dès le premier encart, tu peux poser tu peux dire comme ça ce que tu aimes. Alors à partir du moment où j'ai réalisé que j'étais aromantique, j'étais là genre, ouais, en fait, il y a aucune raison de me forcer. Je suis hyper heureuse en couple. La seule chose qui m'a rendue malheureuse toute ma vingtaine, c'était que tout le monde me foute la pression pour être en couple. Mais en fait, moi, je suis hyper heureuse en couple, donc je fais plus de rencard. Mais c'est vrai que les dernières fois où j'étais en couple, ou que j'étais à des rencards, je disais, effectivement, moi j'ai un rapport, hein, c'était avant que j'assume complètement mon asexualité, mais je disais, moi j'ai un rapport au sexe, c'est pas vraiment mon truc. Et si là, maintenant, je devais me retrouver à des rencards ou rencontrer quelqu'un par qui j'étais attirée, corporellement, on n'a qu'à dire, tu vois, je dirais, effectivement, moi je suis asexuelle, je suis aromantique, voilà comment je fonctionne, mais en fait ça vient hyper naturellement, enfin, c'est un peu, dans les milieux queer, très souvent, enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui m'est arrivé systématiquement, dans le premier encart pratiquement il y avait une discussion qui arrivait, tu ne sais pas comment, sur ton coming out. Moi, c'était un truc qui était systématique, et pourtant j'en ai fait des rencards dans l'espoir vain de réussir à trouver quelqu'un qui me plaise, parce que ça fait partie de ta vie, c'est juste quelque chose de tellement important. Et ça n'a pas besoin d'être un gros moment où tu fais genre une annonce, en fait, c'est quelque chose qui pourrait venir dans la conversation. Complètement. Mais naturellement. Mais est-ce qu'au début, tu as ressenti de l'anxiété à en parler? Est-ce que dans ta tête, c'est du deal quand même? Mais bien sûr, mais en plus, moi, j'ai... ça fait, je crois, 5 ans que j'ai arrêté de faire des rencards. Donc c'était avant MeToo. Donc je peux dire qu'avant MeToo, parler de sexe, on commençait un peu à essayer d'enlever le tabou qui était autour de ça, mais c'était quand même hyper compliqué. Donc c'est sûr, mais moi c'est justement pour ça que j'ai fait Free From Desire et que j'ai parlé de tout ça. Moi je me suis forcée à avoir des rapports sexuels, ça a été d'une grande violence, mais vraiment d'une très grande violence où je pouvais plus, j'avais peur des pénis, j'étais juste complètement trauma en fait de plein de choses. C'était aussi une période où je perdais mon énergie à aller faire des rencards alors que personne ne me plaisait, où je savais pas comment en parler, j'avais peur de où ça allait aller, ce que j'allais faire, comment est-ce que je devais réagir. C'était une période de perte de temps, de peur, de violence. Et j'ai envie qu'on en parle justement pour que les gens ne vivent pas ça. Et autour de moi depuis, en fait moi j'ai dans mon entourage, je suis journaliste donc je connais beaucoup de gens en fait, et j'ai plein de gens en fait qui m'ont dit en fait je suis asexuelle. Mais quand je vous dis plein de gens, c'est plein de gens de tous les milieux sociaux, de tous les looks possibles, de tous les métiers possibles. Et il y en a pas mal qui m'ont dit j'ai des problèmes de drogue, j'ai des problèmes d'alcool parce que je suis asexuelle, et qu'il fallait que je buvais pour me forcer pour y arriver. Et une fois qu'on rentre dedans, c'est hyper compliqué d'en sortir. Et même quand tu réalises que t'es le mot asexuel, ça peut être super violent. Même dans les milieux queer, hein, je connais des personnes qui ont des relations dans les milieux queer, soi-disant sex positifs, qui sont hyper compliquées. Donc voilà, en parler pour enlever le tabou et pour arrêter les violences à l'intérieur des couples et dans les milieux du dating. Tu voulais parler aussi de l'éducation des enfants par rapport à leur rapport aux relations amoureuses et
et au genré aussi. C'est ça, en fait, moi, je suis parent, donc on peut tout à fait être asexuel, aromantique, célibataire et avoir des enfants. Et même avant ça, en fait, je me suis toujours intéressée à la façon dont on éduquait les enfants. Je suis convaincue que c'est mieux de construire, entre guillemets, correctement les enfants que de déconstruire et d'essayer de reconstruire après. Ouais, en fait, on n'y arrivera jamais, il y a trop de boulot. Et puis c'est super compliqué, on perd notre temps. Non, il y a quand même, on peut quand même faire bouger certaines choses. On peut faire bouger, mais je veux dire, on n'aura jamais quelqu'un qui sera parfait à la fin du boulot. Enfin, de toute façon, c'est pas si c'est parfait, mais bon, oui. Mais voilà, mais ce que je veux dire, dès le début, du coup, au tout début de l'éducation, déjà commencer à ouvrir l'esprit. Et alors moi, c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé dans mon podcast Bienvenue bébé, qui parlait de l'apprentissage du genre chez les enfants de 0 à 3 ans. Et dont je vais beaucoup parler dans un podcast que je lance en crowdfunding qui s'appelle Paillettes et préjugés, dans lequel je répondrai aux questions des adultes sur le genre, le corps et l'intimité des enfants. Donc si vous voulez soutenir ce projet, c'est sur KissKissBankBank, Paillettes et préjugés. Mon nom, c'est Aline Laurent-Maillard. Voilà, vous avez toutes les infos. On peut retrouver le lien sur ta page Insta aussi. Ouais, tout à fait. Ma page Insta, c'est Yalla Aline, donc YALLAH Aline. Je pense que ça sera en bio. Oui. Enfin, en description sur voilà, les épisodes podcast. Voilà. Ouais. Enfin, sur cet épisode-là. Ça finit. La campagne finit je crois le 15 novembre, mais je vais la décaler. Le 15 Ouais, je vais la décaler un petit peu pour laisser du temps justement pour les auditoristes de ce podcast pour donner si vous voulez, mais genre vraiment pas beaucoup, donc dépêchez-vous. et en fait, moi ce que je voulais dire, c'est que la façon dont on parle, ça apprend aux enfants que le sexe, ça va forcément leur arriver. Ouais. Qu'ils auront forcément envie d'embrasser des garçons ou des filles plus tard, qui seront forcément en couple. Mais même moi, à la crèche, j'ai entendu des gens dire « Ouais, tu verras plus tard... alors moi j'ai pas envie de donner le genre de mon enfant, mais disons que mon enfant est un garçon, on lui a dit tu verras plus tard les filles, tu leur courras derrière et j'étais là genre mais en fait vous êtes en train d'apprendre à mon enfant qui a 2 ans qu'il est obligé d'être hétérosexuel et d'être un coureur de jupons. Et je trouve ça juste complètement hallucinant. Et même bien avant. C'est dit normalement, c'est leur façon de connecter avec le gamin. Les blagues, genre nos enfants on va les marier, et je suis là genre non en fait ils seront juste potes. Ils vont faire ce qu'ils veulent, en fait. S'ils veulent, voilà, complètement. Et donc, il y a toute une façon de repenser déjà comment on leur apprend, de pas leur apprendre la contrainte à la sexualité, au couple, notamment en ne disant pas quand tu seras en couple, mais disait si tu es en couple, si tu es amoureux d'un garçon ou d'une fille ou de personne. Moi, je passe mon temps dans les livres de mon enfant à changer les histoires pour tous les genres de phrases que je trouve trop... qu'amène à une contrainte à la sexualité ou aux contraintes au couple, je les change un petit peu. Parfois, je change les relations pour qu'il y ait plus de personnes célibataires. Donc, je vais changer un couple en amis, je vais changer 2 personnes, je vais dire c'est un frère et une sœur pour pas que ce soit tout le temps le même modèle du couple et leur apprendre qu'il y a d'autres alternatives. Parce que c'est une chose de dire qu'on peut faire autre chose, mais si on ne voit pas l'autre chose, en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Et c'est pour ça que c'est aussi quelque chose sur lequel je bossais dans Post Romantique, montrer à quoi peut ressembler la vie en dehors du couple et qu'est-ce qu'on a à gagner à vivre, à ce que le couple ne soit plus le défaut de notre société. Et donc, je parle d'amitié, je parle de famille, je parle de famille choisie. Donc, il y a de plus en plus de livres pour enfants qui montrent d'autres modèles et c'est super important. Et puis, l'autre chose aussi, c'est de leur apprendre à avoir un rapport à leur corps qui est sain. À comprendre en fait ce qu'est leur corps, comprendre que le corps est à eux en fait, leur apprendre à dire non et leur apprendre le consentement de façon générale. C'est-à-dire le consentement, c'est dire non quand un mec essaye de te faire céder par exemple, ou essaye de t'agresser, mais c'est aussi refuser quand on veut te faire la bise par exemple. Exactement. Et que t'as pas envie qu'on te fasse la bise. C'est dans les deux sens, c'est vrai qu'on pense pas souvent complètement, à ça, mais c'est aussi dans les complètement. deux sens. C'est respecter le consentement des autres, mais c'est respecter que quand on te dit j'ai plus envie de jouer, tu respectes que t'as pas envie de jouer. Que nous, en tant qu'adultes, quand l'enfant nous dit j'ai pas envie de me laver les cheveux, on dit on va lui apprendre à se laver les cheveux et sinon ses cheveux vont être sales pendant quelques temps et c'est pas la fin du monde en fait, juste on va travailler. Il pourra pas se marier s'il a les cheveux sales. Oh mince. Mais voilà, en fait, du coup, moi j'ai envie qu'on travaille vraiment sur ça. Et il y a un mouvement en ce moment vraiment qui est super intéressant qui se met en place sur l'éducation des enfants. En fait, c'est dès la naissance qu'on doit leur apprendre leur corps et leur dire je te change ta couche. Là, je vais soulever ton pénis. Leur apprendre ce qu'est leur corps, leur utiliser les vrais mots.
et leur ne pas permettre trouver des petits noms ridicules pour... Comme s'il y avait un tabou, en fait. Comme Ça s'il y leur avait un truc apprend à qu'il y a un tabou. dédramatiser. Ouais, exactement. Et donc, il y a plein de choses à faire sur l'éducation sexuelle pour les enfants, qui bien sûr, contrairement à ce que disent des réacs, n'est pas du tout leur apprendre à se masturber à l'âge de 3 ans, mais de toute façon, Exactement. la majorité des enfants le font naturellement. Oui, bien sûr. Mais l'éducation à la vie intime, à la vie sexuelle, c'est vraiment les outiller pour être bien dans leur corps, pour comprendre ce qui se passe avec leur corps, pour comprendre pourquoi, notamment pour les garçons, tout d'un coup, il y a le pénis qui se met comme ça, pourquoi pour les garçons, pour les enfants qui ont des pénis, tout d'un coup, le pénis peut se lever, justement, leur apprendre qu'on peut aussi être trans, ça peut aussi être des bons moments pour le faire, qu'on peut être intersexe, juste ne pas les protéger, en fait, de tous les tabous qui existent dans notre société et toutes les normes patriarcales qui existent dans notre société. Et ça, c'est hyper facile à faire avec des enfants. Et ça leur assure après d'être mieux dans leur peau, d'être des meilleures personnes vis-à-vis des autres, qui seront peut-être différentes, toutes les autres personnes que les enfants vont rencontrer. Ça leur permet d'être mieux, de savoir mieux se comporter avec eux, et d'être mieux préparés après pour se protéger de toutes les agressions qu'il peut avoir. Et protéger les autres. Qui est extrêmement vaste, ouais. Du coup qu'on va pouvoir écouter sur ton prochain paillettes podcast. et préjugés. Donc c'est très intéressant, c'est extrêmement actuel, donc bravo. Merci. D'ailleurs d'être venue. Merci Aline, on va devoir arrêter. C'était un plaisir. Alors que le sujet est juste... Moi, on a entrouvert une porte, il y a énormément de choses à dire. Je pourrais parler de toute la journée. Je crois que c'est trop mignon. Je suis la personne asexuelle qui aime le plus parler de cul, je pense. Bah ouais, non mais c'est hyper intéressant, c'est politique, c'est aussi du bien-être, c'est du développement personnel aussi, enfin il y a tellement de choses à dire, donc c'est évident. Et 30 minutes, c'est hyper court. C'est hyper donc, court. Je suis très frustrée. C'est pour ça que j'ai fait Free From Derrière, c'est 8 épisodes ou un peu plus, je ne sais plus. Mais vraiment, si le sujet vous intéresse, que vous soyez asexuel ou pas, je vous invite vraiment à vous plonger dedans. Je vous filerai bien d'autres sources, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle Asexuel. J'ai oublié le nom de l'autrice, mais on le mettra dans la description. Qui est très bien aussi. C'est une personne qui est asexuelle et qui, elle, est en couple hétéro et qui raconte son vécu. Honnêtement, tous les autres livres qui existent en français, je vous les recommande pas. Parce qu'ils sont écrits par des personnes qui n'y connaissent rien. Et c'est franchement de la merde. D'accord. Donc, mon podcast, Asexuel, les autres, c'est des sexologues de 75 ans qui les ont écrits. Qui ont essayé qui essayent non, de mais se qui n'ont même pas remettre, essayé. Il y a des mots qui sont inventés. D'accord. Tu les tapes sur Google, ils n'existent pas. Ok. Donc, les définitions de la sexualité sont mauvaises dans l'introduction. Ok. Donc, il y a des gens qui essayent de se faire de l'argent dessus et qui comprennent strictement rien. Donc, écoutez les personnes concernées. Si vous parlez anglais, il y a plein de trucs extraordinaires qui existent en anglais, mais en français, je vous conseille ce livre, Asexuel. Et ton podcast. Et mon podcast. Free From Desire. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'autres ressources. Et si je vous ai dit, ça arrive, de toute façon, regardez Scam, regardez Ici tout commence. La télénovela française dont je me rappelle plus le nom et qu'on va mettre en commentaire. On va tout mettre en commentaire. Bon, du coup, je dois arrêter le podcast, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Franchement, merci, c'était hyper intéressant. J'ai le cerveau qui chauffe à fond là, parce que c'est tellement d'infos, c'est tellement hors des sentiers battus. On n'est pas du tout éduqués à tout ça en fait. Et même moi, je rentrais chez moi, je vais me poser des questions. Mais parce qu'on n'a pas d'éducation à la sexualité. Voilà. Hein, on rappelle que l'État on est censé avoir 2 cours par année à l'école et qu'on en a 0 et que ça tourne toujours autour de genre ne tombez pas enceinte. C'est vraiment complètement insuffisant et cette loi, cette obligation de cours à la vie sexuelle devrait être respectée. Ouais, on avance petit à petit. Puis on a nos auditeurs et nos auditrices qui écoutent encore et toujours Pédago-Jouer. Donc on interviewe des personnes qui font évoluer la sexualité. Donc, merci Aline d'être venue. Avec plaisir. C'était quand même... c'était remarquable avec tout le travail que tu fais. Je vous conseille vraiment d'aller voir son Insta, d'aller écouter ses podcasts. On te voit dans Télérama, on te voit dans plein de médias en ce moment. Donc ça, c'était ouf. Hein. Faire la couve de Télérama, les choses changent parce que... Ça commence à bouger et voilà, c'est trop bien. Et puis, merci à tout le monde d'être là encore, cette saison 3. C'est moi, Malou Monroe, qui anime le podcast. C'est conçu et produit par Passage du Désir. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, vous pouvez nous retrouver dans des boutiques aussi. Et on a des boutiques de partout en France. Et on a notre Insta aussi qui est très actif. Et vous pouvez nous envoyer un message pour nous proposer d'autres sujets ou pour même rebondir sur cet épisode. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis à très vite. Merci Aline. Merci.